participants, si vous voulez bien. Alors, monsieur, je sais pas qui commence, monsieur Sancier ou monsieur Pantille? C'est Indigo. Bon, Trop si on dire les passait choses nos que vous... intervenants. Bon, tout le monde Oui. Ah, ça y est. m'entend? Ça y est? Oui, allez. Oui, Non, non. simplement pour vous dire, Oui. rappeler deux ou trois choses sur notre partenariat. D'abord, vous remercier, vous, Madame la Présidente, et Pierre Creuset, pour l'accueil qui nous a été réservé depuis 2 ans que nous sommes partenaires, et notamment dans cet observatoire de la mobilité. On vous en remercie. Indigo, et c'est le sens de notre participation à Centre-Ville en Mouvement et notre adhésion à Centre-Ville en Mouvement, nous souhaitons prendre toute notre place en tant que partenaire pour la dynamisation des centres-villes. C'est véritablement notre préoccupation et c'est ce que nous trouvons depuis que nous sommes adhérents à Centre-Ville en Mouvement. Vous avez raison de le dire, le point de vue qu'on va vous présenter est un point de vue d'opérateur. Nous ne choisissons pas le mode de gestion, nous répondons aux appels d'offres sur le mode de gestion, sur les tarifications, tout cela, ça appartient aux élus et c'est dans ce cadre que nous exerçons les villes que nous opérons au nombre de 24-25 aujourd'hui et nous sommes pour la plupart du temps en délégation de service public et nous avons beaucoup de fierté à dire que dans la délégation de service public, il y a le mot service public et nous tenons véritablement sur ces questions de politique publique, de stationnement et de mobilité individuelle, prendre toute notre place et participer à la dépénalisation. C'est ce que nous allons vous présenter, le point de vue de l'opérateur sur ces 2 ans de dépénalisation. D'abord le bilan et puis les innovations que nous comptons mettre à la disposition des collectivités qui nous font confiance pour aller plus loin sur cette optimisation des politiques de stationnement et de mobilité. Je vous remercie. Je passe la parole à Frédéric Sancier. Merci. Thierry Pontil. C'est Thierry Pontil d'abord qui va. Oui, oui. Oui, simplement quelques mots. Félix a parlé de 24 villes. Donc, effectivement, Indigo, c'est un petit peu plus gros que 24 villes, mais on y reviendra. C'est pour le contrôle de la voirie, qui est effectivement le sujet principal qui nous réunit aujourd'hui. Indigo, c'est environ une présence dans 12 villes et dans 12 pays et dans 750 villes. Hein, quelques chiffres, effectivement, c'est un peu plus gros. Et en France, c'est 160 villes. On intervient sur plusieurs métiers. Le stationnement en ouvrage, c'est là-dessus qu'on est le plus connu, reconnu, mais également sur la mobilité en général, avec la mobilité individuelle, avec une filiale Indigo Wheel. Et nous intervenons sur la voirie, dans les métiers traditionnels de collecte de la voirie, mais également depuis la dépénalisation, en France en tout cas, avec la création de la filiale Streeteo dont Frédéric va vous parler. Et également, on l'a vu dans les chiffres présentés par le CEREMA, avec le fort développement du paiement mobile, nous avons les applications digitales et notamment OpenGo. Voilà, en quelques mots vous avez des chiffres, vous aviez des chiffres, on a retrouvé le chiffre de 24 villes auparavant. Et puis, pour aller très vite, voilà, 24 villes, ça représente plus de 146 000 places de stationnement. Alors Frédéric va vous en parler, c'est toujours impressionnant ces chiffres. Pour l'instant, plus de 120 millions de contrôles et de pré-contrôles sur donc ces 146 000 places et près de 7,5 millions de FPS. Ça fait quelque argent, tout cela pour les collectivités, on s'en rend bien compte. Et puis OpenGo s'est fortement développé puisqu'on est présent dans plus de 200 villes déjà. L'avantage d'OpenGo étant non seulement une solution de paiement en voirie, mais qui permet également d'ouvrir les parkings sans ticket et qui nous permet également d'avoir une visibilité globale à la fois sur le stationnement en voirie et sur le stationnement dans les parkings. L'intérêt, notamment quand on est en DSP global, sur l'ensemble du stationnement, parking plus voirie, qui existe dans quelques villes. C'est une position que nous avons dans quelques villes. Voilà, les 24 villes, ces chiffres-là, je vous les donner. Et en plus, Frédéric va mieux vous les développer puisqu'il va vous parler plus spécifiquement donc, de la filiale en charge du contrôle, de la dépénalisation, de l'exercice du contrôle dans le cadre de la loi de dépénalisation. Je laisse la parole. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore
de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat avec Centre-Ville en Mouvement. Aujourd'hui, effectivement, mon rôle consiste surtout à vous faire part de nos retours d'expérience, tant en termes des enjeux de la dépénalisation du stationnement sur lequel, effectivement, nous avons une activité forte auprès des villes et sur les voiries notamment, ainsi que les perspectives d'avenir qui sont les nôtres autour notamment du véhicule LAPI, sur lequel je vous parlerai de nos retours d'expérience à la fois sur ceux que nous exploitons aujourd'hui dans les villes, mais également nos projets d'avenir et d'innovation, qui est un petit peu l'ADN du groupe Indigo, de toujours se tourner aussi vers l'avenir et de ce que nous préparons comme développement annoncé dans un LAPI qu'on appellera cette fois-ci deuxième version. Donc, avant tout, un retour sur les enjeux de la dépénalisation. Je tiens évidemment à préciser, même si ça a déjà été dit en introduction, que on voit les slides. Voilà. Oui. Pardon. Est-ce qu'on les voit les slides? Oui, vous les voyez les slides? Est-ce que vous voyez tous toutes les slides? Non, pas du tout. Ah, ben, alors effectivement. Non, c'est pas ça, On effectivement. voit pas les slides. Alors effectivement, donc on les faisait défiler à tort. Est-ce que Marc-Antoine, c'est pas Marc-Antoine, peut-être Charles-Antoine, avec qui on a passé un bon moment ce matin pour tout caler. Si Charles-Antoine était là ou quelqu'un de... Il est là, il est en train de regarder. Voilà. Elle est décalée en introduction. Envoyer comme on fait. Alors attendez, sinon moi je peux peut-être... Alors, généralement, il faut ouvrir le document d'abord et ensuite faire le partage. Il est ouvert depuis tout à l'heure. En fait, il est ouvert et il avait volontairement. Il défilait. Et il défilait même. C'est pour ça que nous pensions être. Et le partage. Voilà. Le voilà. Voilà. Bon, alors je repasse ouvert, vous le partagez. Sur ce que Thierry Pontil vous présentait. Vite fait, hein, on va pas le redire. On va y arriver. Voilà, c'était les chiffres. Alors surtout qu'il y a un petit temps de décalage, comme vous l'avez remarqué aussi. Voilà. C'est très intéressant. Vous aurez tous les PowerPoint envoyés à toutes les personnes qui étaient présentes à cet atelier. Merci. Alors, ce que je vous disais juste en arrivant sur ces tableaux-là avant tout, c'est que bien entendu, les chiffres que je vous présente ici sont le reflet de notre activité, donc des 24 villes sur lesquelles nous opérons en France, et qu'en aucun cas, elles auraient valeur de statistique nationale au sens mathématique du terme, et comme le CEREMA, bien entendu. Donc, encore une fois, alors, on bénéficie effectivement d'un panel qui, je ne sais pas s'il est représentatif, mais en tous les cas est varié, puisqu'on a donc 24 villes avec des villes de plus de 100 000 habitants, des villes entre 50 000 et 100 000 habitants, et puis également bon nombre de villes de 10 000 à 50 000 habitants. Dans la répartition à peu près de ce que je vous ai présenté, on a à peu près un peu plus de la moitié de villes de 10 000 à 50 000 habitants sur lesquelles nous opérons, et puis 25% partagés entre les villes de plus de 100 000 habitants et de 50 à 100 000 habitants. Donc ce que l'on voit aujourd'hui surtout, et ce qu'il faut retenir... alors, pardon, non, j'en ai pas terminé, voilà, avec ces tableaux-là. On voit bien évidemment une augmentation très significative entre 2018 et 2019, et 2018 évidemment par rapport à 2017 également, une augmentation significative des contrôles qui s'explique principalement par la professionnalisation de ce métier-là, un métier qui n'est pas facile, sur lequel on a beaucoup œuvré et on continue à œuvrer, mais qui explique en tous les cas les évolutions très substantielles qu'on a en termes de contrôle, également de FPS, donc ce forfait post-stationnement aujourd'hui qui est l'objet même de la dépénalisation, et puis sur l'ensemble des villes, véritablement de voir également l'évolution des taux de respect qui est significative. Une des raisons pour lesquelles aussi le contrôle évidemment a considérablement progressé depuis ces 2 dernières années, c'est qu'on a affaire, même si elles sont encore trop nombreuses parfois, à moins d'incivilité de la part des usagers
qui soit sont pas forcément toujours bien informés ou qui, on va dire, ont du mal un petit peu parfois encore à se mettre en respect de la nouvelle réglementation. Et puis, dans le même temps, une augmentation significative du taux de respect, donc une capacité pour nos équipes terrain, notamment aujourd'hui, à contrôler plus rapidement, puisque, pour vous donner juste un petit peu un indicateur de productivité, aujourd'hui, quand on contrôle un véhicule, quand il est en situation de non-paiement, eh ben, il nous faut à peu près 1 minute pour dresser un FPS. Là où, quand il est en stationnement, avec les outils qui sont les nôtres, notamment les PDA connectés, tout ça concentré avec l'ensemble de l'écosystème de la voirie, en tout simplement 9 secondes, on peut vérifier que le véhicule est en règle. Et puis enfin, donc, ce taux de respect en hausse, donc on voit qu'il est de 8% dans les villes de plus de 100 000 habitants. Celles qui en bénéficient le plus pour l'instant encore, ce sont les villes de 50 000 à 100 000 habitants avec plus 15%. Et puis les villes de 10 000 à 50 000 habitants, elles bénéficient d'un petit peu moins de 7% de ce taux d'augmentation. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment significatif et qui aujourd'hui, alors ça a été largement rappelé, donc je vais revenir dessus mais très rapidement. Nous évidemment on se félicite des mesures qui affairent à la dépénalisation. Et on peut aujourd'hui considérer effectivement un bilan globalement très positif en faveur de la politique locale qui donc a mis en œuvre l'ensemble de cette réglementation afférent à la dépénalisation. La slide suivante. Voilà, merci. Donc voilà, je rappelle, mais très rapidement là-dessus, donc les bénéfices évidemment auprès des villes dans lesquelles nous opérons sont avant tout en termes d'amélioration de la rotation de la disponibilité, évidemment d'accroissement de la fluidité de la circulation, au bénéfice d'un temps de recherche de place, qui est quand même souvent le maître mot de ce pourquoi les centres-villes parfois peuvent souffrir justement quand on ne trouve pas de la place, on a tendance à se déporter peut-être vers des zones périurbaines, et c'est donc là un enjeu véritablement majeur, et puis donc de pouvoir faciliter son accès au centre-ville quand on n'a pas trop de voitures ventouses et des taux de rotation qui sont satisfaisants. Et puis les bénéfices pour les collectivités, c'est évidemment de renforcer la politique locale de mobilité qui est la leur dans tous ces enjeux qu'on rencontre, et puis de favoriser la dynamisation du centre-ville, de satisfaire les commerçants. On sait tous que ça n'est pas une mince affaire, mais en tous les cas, aujourd'hui, pour échanger régulièrement avec des associations et les commerçants eux-mêmes, là où effectivement le stationnement gratuit, alors c'est peut-être un élément sur lequel nous serons amenés à échanger après au travers de questions, mais là où le stationnement gratuit au départ part effectivement du bon sens en pensant que ça va permettre aux personnes d'arriver plus facilement en centre-ville, c'est aussi, quand il n'est pas bien régulé, l'occasion que les véhicules ne bougent plus, donc on perd cet effet de rotation, de disponibilité, et donc ça ne va pas dans le sens des commerçants qui ont évidemment besoin qu'on puisse accéder facilement et rapidement et de façon permanente au centre-ville pour pouvoir rejoindre tous les commerces de métiers de bouche notamment. Et puis donc on a évidemment, et on l'a vu dans le tableau précédent, une amélioration très significative des taux de respect et des recettes évidemment de la collectivité, ne serait-ce qu'au regard évidemment des FPS, mais également de tous les moyens de paiement mobiles pour le mobile et physique, carte bleue et autres auprès des horodateurs notamment. Et puis c'est aussi avec tous les moyens qu'on utilise et que je vais vous présenter là par la suite, évidemment un moyen pour les villes de leur fournir différents outils, indicateurs et tableaux de bord qui leur permettent d'apprécier véritablement et d'observer l'évolution de la politique du stationnement dans leur ville. Et quand c'est nécessaire, évidemment, de la recadrer en fonction de ce que souhaite la ville. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, et aujourd'hui, donc, les contrôles que nous opérons dans les villes s'opèrent donc par des agents contrôle piétons, mais on a un outil dans lequel on a beaucoup investi depuis 2 années et demie maintenant, qui est la solution LAPI. Donc la solution LAPI, c'est donc un véhicule qui est équipé d'une solution de lecture automatisée des plaques d'immatriculation qui, à l'heure où je vous parle, est un moyen encore pour nous de faire de l'analyse statistique notamment.
Et ce véhicule LAPI va devenir en version 2 un véhicule sur lequel on va pouvoir apporter une solution de contrôle à distance. Donc je vais juste rappeler rapidement un petit peu la façon dont on utilise et ce retour d'expérience sur le LAPI première version. Aujourd'hui, c'est donc un véhicule équipé de caméras utilisé principalement comme outil d'observation de la voirie, qui est équipé de matériel technologique véritablement de pointe, sur lequel on a beaucoup travaillé, beaucoup investi, notamment, et qui sont des matériels embarqués qui sont présents sur le toit et à l'intérieur du véhicule. Le toit, ce sont des caméras, et à l'intérieur, c'est tout un système de commandes et de tablettes qui nous permet véritablement de lancer les pré-contrôles. Et puis, dans tout ça, c'est surtout aussi une solution logicielle de gestion, d'analyse et de traitement des données que nous avons développé, Striteo, en partenariat avec notre partenaire, pour que toute cette information qui, au demeurant, est captée de façon très massive, elle puisse surtout être traitée, analysée et en faire quelque chose qui soit véritablement efficient pour notamment aider nos agents sur le terrain à opérer dans les meilleures conditions possibles. Donc ce LAPI 1.0 aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est principalement un outil à des fins statistiques. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Le LAPI 2.0, c'est pour nous aujourd'hui avant tout l'aboutissement d'une technologie éprouvée, comme ce que je vous disais précédemment, et surtout d'un savoir-faire que nous avons acquis avec le LAPI première version. C'est une solution logicielle encore nouvelle et que l'on a développée spécialement pour recueillir, analyser et assurer le traitement semi-automatisé des données et toutes les images contextuelles issues des pré-contrôles. Ces images sont évidemment fondamentales puisque c'est elles qui vont nous permettre notamment de vérifier l'ensemble des conditions requises pour dresser, le cas échéant, auprès des automobilistes qui n'auront pas à quitter leur stationnement, les conditions d'émission du FPS. C'est également donc évidemment toujours un conducteur LAPI qui va gérer le déclenchement des caméras de façon optionnelle. On a certaines villes, pour certaines qui nous le demandent, on peut également avoir un opérateur de contrôle qui sera en charge, à côté du conducteur, de déclencher uniquement les caméras. Mais aujourd'hui, légalement, à l'heure où je vous parle, on peut tout à fait se satisfaire d'avoir un seul et même conducteur pour ce LAPI qui, en même temps, avec un système de commande au volant qui est hyper efficient, peut tout à fait lancer ou arrêter le déclenchement des caméras, qui permet évidemment de focuser le contrôle uniquement sur les places de stationnement payants et d'éviter le contrôle inopiné de stationnement gênant, de places de livraison et de tout ce qui n'a pas attrait à la mission qui est la nôtre dans le cadre du contrôle du stationnement payant. Et puis c'est aussi et surtout donc des agents de contrôle qui sont installés derrière un ordinateur et qui sont là pour vérifier, valider et surtout légitimer les informations qui leur sont remontées et le cas échéant émettre un FPS. Je le rappelle parce que c'est vraiment fondamental, ces informations-là qui remontent des véhicules ne seront focusées que sur les stationnements, que sur les véhicules qui n'ont pas acquitté le stationnement payant. Un véhicule qui aura acquitté son stationnement payant, nous le saurons immédiatement avec le système de concentrateur et le système d'information qui nous remonte, et donc cette donnée-là sera immédiatement détruite puisque la personne évidemment est en règle. Et puis ce sera aussi et toujours des agents de contrôle piéton qui seront là pour maintenir une présence et un œil humain sur la voirie, pour assurer une présence terrain et pour évidemment maintenir un contact avec l'usager. Vous en parliez tout à l'heure, on pense, et aujourd'hui dans le mode opératoire qui est le nôtre, véritablement, il est fondamental. Alors, je n'ai pas voulu être trop long et je sais que nous étions un petit peu contingentés sur le temps, vous faire une démonstration un peu plus avancée de l'ensemble des process que l'on met en œuvre quand on ouvre une voirie ou quand on procède à l'extension d'une voirie sur le stationnement payant, mais le volet communication, information, prévention est aujourd'hui véritablement fondamental. À la fois pour ce que vous disiez en préambule, qui est de dire que les usagers ne connaissent pas encore très très bien tout ce qui a trait à la loi de dépénalisation et le forfait post-stationnement, mais c'est aussi et surtout un moyen de faire comprendre à l'usager l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres et ceux de la ville dans le cadre du contrôle qu'elle met en œuvre au travers de nos services et donc véritablement de faciliter la compréhension et l'acceptation sur toute cette réforme-là. Donc, néanmoins, j'ai quand même souhaité, dans le cadre de l'utilisation que l'on fait du LAPI,
2.0, première version, pardon, depuis maintenant le 1er janvier 2018. Vous rappelez 2 étapes qui sont les nôtres, qui aujourd'hui forgent véritablement notre expérience. La première, c'est donc l'observation de la voirie. Ça nous permet de sectoriser les zones, que ce soit des zones résidentes, que ce soit des zones visiteurs, avec des découpages qui sont souvent très précis et sur lesquels, évidemment, on dresse toute une cartographie dans l'ensemble de notre système d'information pour pouvoir rendre ce contrôle le plus efficient possible pour nos agents. C'est à l'issue de tout ça être en capacité de tracer des parcours de pré-contrôle pour le LAPI et des agents. Aujourd'hui, une des règles fondamentales, c'est de vérifier et surtout de rendre ces parcours de façon aléatoire pour que l'usager sente véritablement que la voirie est contrôlée et que donc, autant que faire se peut, il ne peut pas échapper à un contrôle tôt ou tard de la voirie qui varie en fonction des jours de la semaine. Et c'est donc évidemment pour nous un moyen d'avoir un suivi permanent sur l'évolution des indicateurs de performance qui sont les nôtres. Il y a des petits graphiques que je vous ai joints, je ne sais pas si on les voit très bien ici, mais en bas, vous voyez par exemple des parcours LAPI notamment. Sur la carte qui est située juste au-dessus, c'est une carte des paiements où on voit les personnes qui sont en situation de non-paiement et ceux qui ont respecté le stationnement payant. Et puis la carte du dessus, c'est les FPSMI. Donc tout ça, évidemment, ce sont des informations dont on dispose en temps réel et donc qui nous permettent de corriger, d'accompagner, de piloter nos équipes de façon hyper maîtrisée et opérationnelle au quotidien. Et donc, évidemment, de nous aider à obtenir les résultats aujourd'hui qui sont les nôtres. L'objectif de tout ça, donc de ce LAPI, de cette observation de la voirie, pour nous, c'est avant tout d'établir des situations cartographiques sur lesquelles, comme on le voit ici, véritablement, ça donne un état des lieux quand même très précis d'une zone de stationnement ou de l'ensemble de la ville, si besoin est, d'un coup d'œil. Et puis, surtout de nous permettre donc de visualiser ces évolutions sur l'ensemble des zones tarifaires, puisqu'on s'aperçoit qu'en fonction des pressions de contrôle, sous-entendu du nombre de contrôles par place, par jour et par zone, en fonction de la pression de contrôle qui est mise, c'est celle-là qui va faire qu'il y a des évolutions parfois un peu disparates sur certaines zones de la ville. Sur la slide suivante, c'est une deuxième étape à notre connaissance du LAPI première version, qui est donc, une fois qu'on l'a parfaitement observé, d'analyser l'ensemble des données qui sont les nôtres et évidemment d'être en capacité à pouvoir, à l'issue de cette analyse, établir des taux de disponibilité, de rotation, de durée moyenne, d'établir des ratios de contrôle par rapport au paiement, dans l'objectif final d'obtenir cette fois une analyse comportementale et financière du stationnement pour chacune des zones de stationnement. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'on sait que ce sont surtout les zones rouges, les zones centres et parfois les zones hypercentres qui sont vraiment fondamentales dans l'attractivité d'un centre-ville. Encore faut-il être en capacité de pouvoir analyser très finement ce qui se passe dans telle rue ou dans tel quartier pour que l'on puisse apporter les métriques nécessaires à l'évolution du contrôle et donc du respect du stationnement in fine. Et puis cette analyse-là, donc je vous le disais précédemment, nous permet donc évidemment de piloter et de guider et d'accompagner au mieux nos équipes avec lesquelles on maintient évidemment un contact permanent sur la voirie. Merci beaucoup, c'était très exhaustif. Alors, juste quelques retours d'expérience sur ce LAPI première génération, quelques chiffres. Aujourd'hui, Streetéo bénéficie, on a un peu plus de 20 véhicules LAPI en service depuis le 1er janvier 2018. On a réalisé, à l'heure où je vous parle, un petit peu plus de 80 millions de pré-contrôles à l'aide de ces véhicules-là dans l'ensemble des villes que je vous précité. Et aujourd'hui, 70% des villes dans lesquelles nous opérons bénéficient déjà du LAPI. Donc évidemment, on s'inscrit pleinement dans notre mission également de conseil, au-delà de la mission de contrôle qui nous est confiée. Et aujourd'hui, dans les acquis qui sont les nôtres, c'est d'être véritablement... Oui. Pardon, de bénéficier d'une solution technologique aujourd'hui qui est fiable et éprouvée, de maîtriser, comme vous l'avez vu, un savoir-faire sur les outils qui sont les nôtres, et puis pour nos conducteurs LAPI, de bénéficier d'une excellente connaissance de la voirie. Ça également, dans les enjeux du LAPI deuxième version dont je vais vous parler très rapidement, c'est évidemment un point également fondamental, de bénéficier d'une connaissance parfaite de la voirie. Et l'objectif de tout ça, et on considère qu'il est quand même globalement atteint aujourd'hui,
c'est véritablement de bénéficier d'une expertise forte dans l'exploitation du LAPI version 1 pour que celui que l'on s'apprête à lancer en version 2 soit évidemment les plus efficients possibles. Et puis j'en aurais terminé avec la slide suivante. Non, c'est pas tout à fait, j'en aurais pas terminé avec celle-ci, pardon. Je suis un petit peu trop bavard, mais en même temps, c'est dans le cadre d'un retour d'expérience, ça me tient à cœur, vous l'aurez compris, véritablement, que vous puissiez aussi apprécier quels sont tous les éléments dont on bénéficie aujourd'hui dans cette expérience du LAPI. Le LAPI deuxième version, les objectifs, c'est aujourd'hui pour nous d'apporter tous les avantages de la solution que l'on a développée sur la version 1, et puis surtout, et surtout, de rendre accessible au plus grand nombre un LAPI version 2, donc qui va faire du contrôle à distance, en mutualisant notre offre avec différentes villes. Donc le LAPI, on ne souhaite absolument pas qu'il soit réservé uniquement aux villes les plus grandes, même si c'est elles qui aujourd'hui effectivement en bénéficient dans un premier temps, mais on souhaite absolument pouvoir le mutualiser. Les avantages de cette solution-là, elle va être donc de profiter de l'efficience du dispositif et surtout de focuser, comme je vous le disais, les contrôles sur les seuls usagers en défaut de paiement, qui aujourd'hui n'est pas le cas. Quand on a une équipe d'agents piétons, ils passent autant de temps à contrôler des personnes qui sont en situation réglementaire de stationnement payant et surtout émettre les FPS sur ceux qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, cette solution d'efficience, elle sera véritablement focusée puisque l'ensemble des contrôles qui vont s'opérer ne remonteront que ceux qui n'ont pas acquitté leur stationnement payant. Et puis ce sera de disposer d'une solution clé en main qui va permettre à la ville d'adapter le plus finement sa politique de stationnement payant, eu égard à toutes les statistiques qui vont évidemment continuer à alimenter l'utilisation de ce LAPI deuxième version. Pour nous, c'est d'être en capacité de faire évoluer le comportement de tous les usagers, aussi bien des résidents que des visiteurs. On voit qu'aujourd'hui, il y a une disparité dans certaines villes dans lesquelles on opère, avec, en fonction des statuts de paiement et des utilisateurs et des usagers qui sont concernés, une évolution qui n'est pas toujours équitable. Et puis, ça sera évidemment pour nous l'occasion de permettre aux villes d'atteindre ces objectifs qui sont, comme on le rappelait, les taux de respect, les taux de rotation, toujours pareils sur l'ensemble des zones. Et puis de réduire les difficultés rencontrées. Alors, on vous entend plus. Ah. Voilà. Et là, j'en aurais terminé. Juste un petit focus sur les avantages quand même budgétaires pour la collectivité dans le cadre de l'utilisation d'un LAPI deuxième version. C'est évidemment de bénéficier de gains de productivité et des baisses des coûts associés pour les raisons que je vous ai évoquées sur la mutualisation notamment. C'est de concentrer principalement les ressources financières afférentes à ce contrôle sur les seuls contrôles remontés en défaut de paiement. Ça, c'est quand même véritablement quelque chose qui évolue. Et puis d'offrir une équité de traitement entre tous les usagers bénéficiaires du stationnement payant et enfin de disposer de recettes de stationnement supplémentaires afin, encore une fois, que la ville puisse financer au mieux sa politique de stationnement et de mobilité dont on le dit depuis maintenant 1h30, c'est fondamental dans l'attractivité et la dynamisation des centres-villes. Voilà ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur ces retours d'expérience et sur ce qui nous anime un petit peu au quotidien et ce vers quoi nous allons comme solution d'un contrôle LAPI seconde version que l'on va déployer très prochainement. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup les deux. Je pense que maintenant, ça serait intéressant, puisque maintenant on a eu vraiment des présentations qui sont complémentaires. On pourrait peut-être laisser un tout petit peu de temps aux échanges. Est-ce qu'il y a des questions des participants ou des gens qui sont connectés? Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Donc Pierre, est-ce qu'on peut animer ce genre de choses? Bien sûr, mais est-ce qu'on ne ferait pas réagir un élu comme le maire adjoint de Sceaux, ville sur laquelle notre président... Oui, parce que les trois villes qui sont là vont présenter effectivement leur truc. Alors, vous préférez du coup qu'on passe en trou et puis on fait les discussions à la fin.
Exactement. À ce moment-là. Avec le temps qui nous On reste. écoute les profils, d'accord. Bon, alors on va commencer par Sceaux. Vous êtes prêts à nous présenter Oui. justement ce que vous avez mis en place et ce que vous attendez un petit peu de ces ateliers, comme ça. Après, on pourra rebondir et puis vous pourrez poser vos questions à ces messieurs dans la foulée. Alors, où est-ce qu'il est, le monsieur? Là, je suis là. Je sais pas, vous ne me voyez pas? Si, vous me voyez? Ah bon, eh ben ça y est. Ouais. Du coup, oui, alors. Ok, Donc, je vais vous en avez, fait. Ouais, je vais enfin, je vais pour partie donc rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Je crois pouvoir dire que en fait cette réforme du stationnement donc que nous avons mis en place en 2018, au 1er janvier 2018, ça a été une opportunité pour la ville de Sceaux. Auparavant donc, allez, je ne veux pas être trivial, mais on bricolait un petit peu. Et donc, en fait, cette réforme du stationnement qui a effrayé donc un petit peu les services en interne, puisqu'il y avait une partie enfin, c'était plutôt de la gestion en régie. Donc, ça nous a amené donc à recourir donc à une DSP. Donc, en fait, recourir à une professionnalisation de la gestion du stationnement. Et nous avons eu une approche globale, puisqu'en fait, nous avons donc confié donc à un opérateur toute la gestion du stationnement, que ce soit la voirie ou les parcs. Le contrat de DSP nous a permis donc d'investir assez lourdement sur les parcs en particulier et de les mettre à niveau et de les rendre plus attractifs. Revoir complètement donc les organes de contrôle, c'est-à-dire les caisses, les barrières, enfin la vidéoprotection. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on peut dire, je crois qu'on peut dire que donc depuis l'été 2018, puisqu'en fait les travaux ont été réalisés en l'été 2018, on a des parkings qui en fait sont devenus plutôt attractifs. Ce qui est intéressant, et je ne vais pas revenir sur ce qui a été présenté par Indigo. Alors, ce n'est pas Indigo notre opérateur, hein, mais bon, peu importe. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de professionnels qui savent faire. C'est également, donc, et là je rejoins un petit peu ce qui a été présenté au travers de la démarche LAPI. Nous, on n'a pas de LAPI qui circule sur la ville, qui est une ville donc. Alors pour la ville de Sceaux, enfin, je peux préciser un petit peu la dimension. On a 480 places de parking donc en ouvrage et en enclos et 900 places en voirie. En place en voirie, donc on a fait deux catégories. On a une tarification dite orange qui correspond à l'hypercentre, où là le FPS tombe au bout de 2 heures. Puis 550 places donc en tarification verte, ou qui correspond plutôt à donc des quartiers résidentiels, où là en fait il faut rester plus d'une journée pour avoir un FPS. Voilà. Bon. Ce qui est important, c'est effectivement c'est d'avoir une vision et une idée très précise de la manière dont fonctionne la ville. Et c'est vrai que la présentation d'Indigo était intéressante, c'est-à-dire que l'observation, je dirais, de ce qui est fait, et c'est vrai que là, on peut se payer ce type d'observation parce qu'en fait, puisque donc hier va rentrer donc des recettes au travers du FPS ou tout au moins du paiement, hein, c'est-à-dire l'obligation à ce que les gens paient le stationnement. Eh bien, ça nous permet donc de faire du stationnement en voirie et en parking un outil support, je dirais, de la dynamique du centre-ville, puisqu'en fait la finalité chez nous, ce n'est pas, je dirais, de cracher du cash, hein, mais c'est donc d'avoir donc une offre de stationnement permanente à proximité des commerces. Je crois qu'aujourd'hui on a réussi parce que je crois pouvoir dire qu'avant 2018, on entendait d'une manière assez récurrente
les commerçants qui nous disaient il nous faut des parkings, il nous faut une offre de stationnement pour pouvoir fonctionner. Et depuis janvier 2018, eh bien, nous n'entendons plus ces requêtes des commerçants. Donc, je crois que quelque part, on a réussi donc l'objectif. Comme l'a dit le CRMA, en fait, on n'a pas augmenté nos tarifs. Donc, on est dans la moyenne donc présentée par le CRMA. Donc, on n'a rien modifié en matière de grille tarifaire. La seule chose, c'est que effectivement, donc la mécanique du FPS nous a obligés, donc quelque chose qui a été mal compris au début, mais je crois que là aujourd'hui les usagers commencent à l'avoir compris, c'est que sur la tarification donc zone orange, où la grille horaire sur les 2 premières heures n'a pas changé, et c'est la 3e heure où on passe de 2,40 € à 30 €. Donc là, c'est vrai que c'est une gymnastique, donc c'est assez conceptuel pour beaucoup de gens. Qui ne comprennent pas effectivement que le prix augmente donc dans telle proportion qu'on passe de 2 à 3 heures. Donc ça, c'est la mécanique du FPS, on n'y peut rien. Mais donc en dehors de cet ajustement de la grille tarifaire, rien n'a changé. On a même, je dirais, maintenu quelque chose qui aujourd'hui donc fait que le centre-ville de Sceaux est attractif. Et en fait, donc une grande période, enfin les 20 premières minutes sont gratuites partout, pas en voirie, mais dans les parkings, donc les 20 minutes sont gratuites, ce qui montre que les 2 parkings en centre-ville, en hyper-centre-ville, eh bien en fait sont très très largement utilisés. Après, je veux dire, enfin, on a eu l'année 2018, c'était l'installation, donc c'était assez compliqué puisque d'abord il a fallu mettre en route tout ça, donc chacun le sait, donc janvier, février, donc ça a été la période d'installation, donc les FPS n'étaient pas appliqués. Ensuite, donc pendant l'été, donc on a fait des travaux lourds sur les parkings, donc ces parkings étaient neutralisés. Donc la vraie année, je dirais, de référence pour nous, c'est 2019. 2020, on va pas en parler puisque effectivement c'est une année un peu compliquée avec les grèves d'abord, enfin qui ont entamé donc le début de l'année, et puis après donc le confinement. Donc on va voir comment ça se passe. On a appliqué on a introduit de la gratuité donc pendant le confinement ou au retour à la sortie du confinement pour donc relancer l'activité commerçante donc dans le centre-ville. Ce qui fait que donc lorsqu'on a réintroduit ou rétabli donc les règles, le régime de croisière ou la tarification classique telle qu'elle était auparavant, eh bien, les usagers avaient déjà pris de mauvais réflexes. Donc, on a vu les FPS donc augmenter. Bon, aujourd'hui, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, pour nous, là, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir, comme pour résumer, donc d'avoir complètement professionnalisé donc la gestion du stationnement sur la ville, de l'avoir globalisé. Voirie et parking. Et là, aujourd'hui, donc notre opérateur donc nous a aménagé quelques petites places de stationnement, quelques petites alvéoles de stationnement sécurisé vélo. Donc là, on va essayer de travailler là-dessus parce qu'en fait, donc on a bien évidemment à Sceaux, comme dans tous les centres-villes, donc on essaie de promouvoir donc les mobilités douces, puisqu'en fait il n'est pas nécessaire pour aller chercher une baguette de pain. Mais donc, et on voit l'usage, on a vu l'usage, avec le déconfinement, l'usage du développement, l'usage du vélo se développer et les gens investir dans des vélos donc à assistance électrique pour la plupart, donc des vélos donc chers, onéreux, qu'il est nécessaire de sécuriser donc la nuit. Et donc, on va essayer de travailler dans ce sens. Donc, en fait, développer, profiter de nos parkings en centre-ville, des parkings sécurisés, pour pouvoir donc y accueillir, y installer du stationnement sécurisé vélo. Voilà. Donc,
globalement, donc ça marche plutôt bien. On n'a pas de l'API, parce que la ville est petite, donc on est resté sur le manuel. On avait du l'API dans le contrat au départ, et puis finalement on a fait le choix donc de l'abandon pour un contrôle manuel. Mais c'est vrai que moi je suis très attaché et très en demande, et on y arrive à ce qui est présenté par Indigo, c'est-à-dire d'avoir vraiment la mise en place d'un observatoire du stationnement, parce qu'il est important, je dirais, de voir un petit peu comment sont utilisés quel est le retour que les usagers font des différentes tarifications, des zones vertes, des zones oranges, parce qu'en fait, la gestion du stationnement est intimement liée donc à l'attractivité du centre-ville, et donc c'est un levier d'action fondamental sur l'activité de la ville. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Quand on parle beaucoup justement de l'attractivité des commerçants, ces stationnements un peu automatisés, ça n'empêche pas les commerçants de faire l'attractivité de leur commerce en fonction du paiement du stationnement. Et avant, on disait, si vous venez dans ma boutique, je vous paye le stationnement. Il y a des villes qui avaient instauré ça. Est-ce que ça va pas empêcher justement cette publicité, si vous voulez, par le stationnement? Alors, comme je le disais, donc à la sortie du confinement, donc on a rendu donc le stationnement gratuit, et ensuite ça a été prolongé par, c'est ce que vous dites, par des chèques stationnement. C'est-à-dire que les commerçants donc ont à leur disposition des tickets de stationnement qu'on leur a offerts. Ça n'a pas un très grand succès, hein, c'est-à-dire que, mais là encore, le stationnement, enfin, la tarification, c'est simple, enfin, faut être clair. Aujourd'hui, notre tarification du stationnement, c'est 30 centimes du quart d'heure. 30 centimes du quart d'heure, c'est suffisant pour obliger donc à la rotation des voitures, puisque donc si les usagers ne payent pas, effectivement très rapidement ils vont voir arriver le FPS, mais c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire qu'en fait j'allais dire le ticket stationnement donc qui pourrait être distribué par le commerçant n'est pas, je crois, donc un élément d'attractivité supplémentaire. J'avais Oui, alors oui, si. Alors il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. En revanche, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est que bon, on a vraiment modernisé le stationnement. Le LAPI, nous on l'a développé par exemple donc sur les parkings. C'est-à-dire qu'en fait, à la sortie du stationnement, il n'est plus nécessaire donc d'injecter son ticket, hein, puisque donc les plaques sont lues à l'entrée et à la sortie du parc, qui pour moi était fondamental, était un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu vraiment apporter beaucoup de confort à l'usager donc des places de stationnement, et ça, c'était un des éléments. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est apprécié, ça fonctionne bien. Donc le LAPI on l'a, mais en fait le LAPI donc en assistance à l'usager plutôt qu'en contrôle de l'usager, si je puis dire. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est que par ailleurs, donc on a introduit donc tous les autres moyens de paiement du stationnement, et en particulier le paiement par mobile. Parce que là aussi, je ne comprends pas, enfin je veux dire, dans le parcours de l'usager qui va stationner sa voiture, je considérais que c'était fondamental d'offrir la possibilité aux gens de ne pas avoir à chercher l'horodateur pour aller y payer son stationnement. Eh bien, je déplore que ça ne décolle pas beaucoup. Ça a décollé, bien sûr, mais c'est vraiment. Enfin, moi, je pensais que les gens allaient se précipiter sur ces modes de paiement, donc je dirais confortables. Eh bien, ça décolle pas beaucoup. Aujourd'hui, on doit avoir 28% des gens qui donc utilisent ce mode de paiement. Il y a encore 35% des gens qui en sont aux pièces jaunes, hein, enfin pièces jaunes ou pièces blanches, je ne sais pas, mais enfin bon, qui en sont encore aux pièces. Et ça, je n'arrive pas à m'expliquer ce comportement. Mais bon, voilà, ça c'est leur choix.
Merci beaucoup. On vous remercie. Vraiment un gros travail, là, c'est intéressant. Et puis, je trouve que l'analyse est très, très intéressante pour nous de voir un peu comment vous avez pu voir les réactions, justement, des usagers, puisque c'est ce qui est important. Alors, maintenant, on va essayer de passer on vous posera des questions à tous les trois. Donc, si la ville de Sens veut bien parler, là, maintenant. Alors, on vous écoute. Oui, bonjour. Francis. Vous êtes tout. Ouais. Ça y est, je suis arrivé. Écoutez, nous, pour la ville de Sens, donc, mis le FPS donc, en 2018. Le taux maximum, lui, est à 17 euros. C'est un choix politique, dans le sens où on essaye essentiellement d'avoir du trafic et de générer du trafic dans notre cœur de ville, parce qu'on a la chance super à Sens d'avoir plus de 3000 places sur les promenades qui entourent notre commune. Donc, suite à ça, dans le centre-ville, on a évité les voitures ventouses. Ça, c'était le premier fait. On a installé une application de paiement en ligne qui fonctionne plutôt pas trop mal. Bon, on a à peu près 41% des gens qui l'utilisent et on a 30 minutes gratuites, hein, ce qui fait que c'est vraiment devenu, on a un taux de rotation important puisqu'on est pratiquement à 7 véhicules jour par place. Alors les week-ends, hein, parce que la semaine on n'est pas à ça, on a beaucoup moins de monde, mais on va dire globalement qu'on n'a plus de problème de stationnement. On a bien écouté les commerçants et leurs desiderata, on a bien pris le temps de les écouter, de les recevoir, de leur expliquer que la politique qui était menée, c'était surtout pour éviter d'avoir des voitures ventouses essentiellement faites par des commerçants. Il se passe beaucoup dans nos cœurs de ville, mais comme c'est une petite ville, on arrive un peu à se connaître et on a fait un genre de chasse à qui aller prendre les places des clients. Donc maintenant, être commerçant et se garer à la place d'un client, c'est très mal vu par les autres. Donc on va essayer de poursuivre ça. Globalement, on est satisfait et on a peu de recours. On a eu à l'heure d'aujourd'hui pas de recours contre ce qu'on a pu appliquer et pas de difficulté. Donc globalement, on est satisfait. Voilà. Et vous pensez que cette gratuité, justement, c'est utile à minute, ça permet justement d'aller au plus proche vers les commerçants. C'est pas des gens qui vont rester pendant des heures, mais c'est peut-être très incitatif justement à revenir en centre-ville. Oui, oui, bah surtout dans notre rue principale où bon, on a une rue qui est remplie. D'ailleurs, dessus, j'ai un magasin de dispo sur 77 boutiques et elle est accessible en voiture. On a maintenant une très grande rotation, alors qu'avant, on avait des agences immobilières qui restaient garées toute la journée. Véhicules, on avait coiffeurs, tous les employés qui étaient garés. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus ça. Ça a été vraiment une grande chasse et on a vraiment une très très bonne rotation centre-ville. Voilà, on est satisfait. Alors, on n'est pas parfait encore. Encore une ou deux zones peu à traiter, mais franchement, on a un bon résultat, quoi. Alors après, on a un cœur de ville aussi où on a tout ce tour des promenades qui est entièrement gratuite. Vraiment, dans la zone chaude, on a mis des zones bleues, donc ça permet quand même à certaines personnes aussi de se garer. On a vraiment que notre cœur de ville où là, on est payant. Encore une fois, c'était vraiment le choix d'éviter tout ce qui était véhicules et voitures ventouses. Mais au niveau rotation des clients, oui, c'est bien apprécié. Il nous reste plus quelque chose que j'ai envie de mettre en place sur deux ou trois endroits, des bornes d'accès minutes carrément gratuites, parce que ça fonctionne quand même plutôt bien. Voilà, mais c'est pas indispensable chez nous parce que la ville reste à une taille correcte. Bon, on vous remercie. Donc le dernier qui va présenter, c'est Soissons, une autre petite ville aussi. Donc, Oui, bonjour à tous. bonjour. Quentin Poilvé, je suis chef de projet Action Cœur de Ville de la ville de Soissons. Donc je vais vous faire une présentation plus rapide, vous m'entendez bien? Ouais, Oui. Très bien. D'accord. Donc je vais vous partager ma présentation. Ça sera.
Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, très bien, merci. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler surtout d'un dispositif qu'on a mis en place sur la ville de Soissons, donc depuis 2018. 2018, on a commencé, et puis c'est surtout 2019 que le dispositif vraiment a pris sa pleine mesure, on va dire. Donc, c'est un dispositif de monitoring en temps réel de l'occupation des places de stationnement en centre-ville. Et cela dans deux objectifs, donc d'améliorer l'attractivité commerciale en centre-ville, et notamment en permettant, on va dire, aux automobilistes de trouver rapidement une place pour se garer, donc d'éviter de devoir tourner pour trouver une place. Et puis le deuxième objectif pour nous, c'était de collecter des données et donc de pouvoir ensuite, avec ces données, voilà, pouvoir les utiliser pour une politique de circulation qui soit vraiment raisonnée et basée sur des données fiables. Donc rapidement sur la technologie, moi je suis pas un expert, simplement pour vous dire, voilà, ce sont des capteurs par analyse d'image qui sont souvent placés dans des éléments du mobilier urbain, donc par exemple qui sont placés ici sur la photo, on voit qu'ils sont dans des candélabres. Et donc c'est une technologie qui est relativement peu chère, ce qui nous a permis d'équiper assez rapidement place en centre-ville. Donc aujourd'hui, on a 946 emplacements de stationnement qui sont monitorés. Sachant qu'en fait à Soissons, on a qu'un seul parking en ouvrage qui pour l'instant est pas monitoré. Et donc sinon, en fait, c'est du stationnement sur des places ou dans les rues en fait. Et donc c'est une technologie, donc le prestataire c'est Parking. Voilà. Donc ça nous permet de mettre à disposition des automobilistes d'abord une application qui est intégrée dans l'application de la ville et qui permet de voir en temps réel où sont les places disponibles. Et puis comme l'usage du téléphone portable est bien entendu interdit au volant, il y a quand même des panneaux de jalonnement dynamique, donc des panneaux indicateurs qu'on voit là sur les photos, en entrée de ville et en cœur de ville qui indiquent en temps réel le nombre de places disponibles. Voilà, et puis s'il y a des parkings qui sont fermés, par exemple, ça l'indique aussi. Donc là, je vais rentrer plus dans notre plateforme parce que c'est ça qui va plus nous intéresser aujourd'hui. Plateforme d'analyse des données. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris, alors ça, c'est des données que j'ai pris hier en fin d'après-midi sur la place de l'hôtel de ville. La place de l'hôtel de ville, donc c'est une zone bleue limitée à 1h30. 8h et 12h et 14h et 17h30. Et en fait, l'outil nous permet de savoir combien de places sont occupées, combien de places sont en infraction. Alors, sachant que ça, c'est tout à fait théorique. En fait, selon l'outil, un véhicule est en infraction lorsqu'il dépasse donc 1h30 de stationnement, puisqu'ici, on est sur une zone bleue limitée à 1h30. Mais après, par exemple, il peut y avoir des véhicules qui, en dehors, par exemple, des créneaux, qui peuvent rester plus longtemps et l'outil peut encore considérer qu'ils sont en infraction. Donc là, voilà, c'est encore une technologie qui n'est pas encore tout à fait 100% au point, on va dire, mais globalement, ça offre de bonnes indications sur les véhicules ventouses et les véhicules en infraction. Alors, je vais pas rentrer forcément trop dans le détail, mais vous donner quand même des possibilités un peu de l'outil. Donc là, sur la place de l'hôtel de ville, et sur la semaine dernière, donc ça, la semaine du 12 au 18 octobre, donc il nous indique jour par jour le nombre d'usages. Donc ce qui s'appelle usage, c'est le nombre d'occupation de place dans la journée. Et donc on voit notamment
le dimanche où il y a beaucoup moins d'usage que les autres jours. Voilà, donc là on a quelque chose qui est vrai, qui est maintenant, c'est un tableau, ça c'est heure par heure. Donc là vous voyez heure par heure les usages, et on voit ce qui est intéressant là ici, c'est qu'on voit qu'on a des usages qui sont très importants le mercredi matin entre 10h et 12h et le samedi matin entre 10h et 12h. Et ça correspond aux horaires, en fait, aux horaires du marché. Puisque lorsqu'il y a le marché à Soissons, la place centrale Fernand Marchini est fermée puisqu'elle accueille le marché, et donc les automobilistes et enfin les personnes qui viennent au marché se reportent naturellement sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc pour ce qui concerne le forfait post-stationnement, il y a un module en fait sur l'outil qui est dédié à la police municipale, qui pour l'instant n'est pas encore mis en œuvre, mais qui permet en fait d'affecter des demandes d'intervention. Notamment là on voit par exemple 23 infractions sur la place de l'Hôtel de Ville, donc avec l'outil lorsqu'il sera vraiment possible de le mettre en œuvre, on pourra affecter des agents sur le contrôle de cette place et voir après les interventions réalisées, etc. Donc, et simplement pour terminer, pour vous dire pour l'instant le projet, ce qu'il a coûté à la ville de Soissons, donc environ 375 000 euros sur l'équipement. Donc c'était sur la première phase, donc sur l'équipement de ces 946 places de stationnement. Voilà, donc j'en ai fini pour ma part pour ma présentation. Merci beaucoup. Juste une question sur ces zones rouges, etc. Est-ce que ce graphique vous permet après éventuellement de moduler justement les prix du stationnement par rapport à la demande? C'est-à-dire dans ces zones rouges que vous avez mis, est-ce que vous avez pas tendance à dire mais dans ces zones-là on va mettre plus cher ou... Pour l'instant, non. On n'a pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de l'année 2019 qu'on a cet outil avec les statistiques en direct, puisqu'on a les statistiques. Je peux avoir les statistiques d'il y a une heure ou même en temps réel. Mais c'est que depuis la fin de l'année dernière qu'on l'a. Cette année, il y a eu pas mal d'événements, comme vous le savez, avec le confinement, etc., ce qui ont fait que, en fait, les données qu'on a, on n'a pas assez de recul dessus pour vraiment pouvoir. Là, on commence en fait à les analyser vraiment sérieusement depuis la rentrée de septembre. Et donc, à partir de cette analyse, on va pouvoir ensuite décider effectivement de moduler un peu la politique de stationnement. Alors, moi, il y a une autre question qui est quand même très, très prenante pour toutes les villes. Alors, pour tous les opérateurs qui sont là ou toutes les villes, la question est la même. Est-ce que le fait de mettre ces amendes forfaitaires très chères, par exemple, est-ce que ça n'incite pas certains automobilistes à se reporter sur les aires de livraison parce que du coup, ils sont moins taxés, c'est-à-dire qu'à Lyon, par exemple, c'est 17 euros. Si on paye son amende, c'est 60 euros. Et du coup, on observe quand même des dysfonctionnements complets, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se mettre dans des endroits où ils sont pas contrôlables ou très peu. Donc ça, c'est pas une dérive sur lesquelles on peut agir. Et quelle est votre réaction à vous tous, puisque vous avez tous parlé un peu de ces problèmes justement d'occupation de la voirie? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Non, personne?
Excusez-moi. Ouais, peut-être qu'on peut laisser la parole à notre grand témoin, à Bernadette Laclais, parce que ça peut être intéressant d'avoir un peu son sentiment avec tout ce qui s'est dit et la richesse de tous les propos qui ont eu lieu pendant cet observatoire. Bonjour, je sais pas. Bonjour Daniel, je ne sais pas si je vais répondre précisément à ta question, hein. Mais bon, beaucoup de choses ont été dites et c'était effectivement extrêmement intéressant parce qu'on a des expériences qui montrent combien les collectivités aujourd'hui se sont saisies de la problématique du stationnement et le font, j'allais dire, raisonnablement. Et avec beaucoup au fond d'objectifs qui concourent tous au même résultat, enfin en tout cas qui ont tous pour volonté de renforcer l'attractivité du cœur de ville. Alors moi, d'abord, je remercie Monsieur Lecomte parce qu'il a dit quelque chose qui à mes yeux est fondamental et je pense pour les élus est fondamental, c'est que c'est une réforme quand même profondément décentralisatrice. Et qu'il était quand même très paradoxal d'être en responsabilité sur beaucoup de sujets en tant qu'élus locaux, en tant que maire, et de ne pas avoir de prise sur le contrôle du stationnement et de pouvoir finalement aussi répondre de sa politique de contrôle de stationnement devant les habitants. Alors, on avait les inconvénients avant la réforme que quand même, il y avait bien une amende, donc on avait quand même le mécontentement, mais finalement, c'était pas nous qui décidions du montant de cette amende. Et surtout, il y avait quand même peu de transparence quant au retour auprès des collectivités de ces montants. Donc moi, j'étais très favorable, très contente des résultats du CEREMA. Je remercie. Parce que effectivement, bon, il faudra confirmer tout cela dans la durée, on en a tous bien conscience. Mais quand même, il y a aujourd'hui des éléments positifs qui ressortent et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les politiques de mobilité ont considérablement évolué au cours de ces dernières années. Alors au cours de ces derniers mois aussi, et elles vont continuer de beaucoup évoluer. Et le stationnement, évidemment, vous l'avez tous dit, concourt à la politique de mobilité. Moi, ce que je retiens quand même aussi, et là aussi, et je pense que les collectivités seront intéressées par tous ces chiffres, hein, Pierre, qu'il faudra transmettre, me semble-t-il. On cherche des indicateurs pour pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics à la baisse d'activité dans nos cœurs de ville, liée au Covid ou pas liée au Covid d'ailleurs. Et donc, les chiffres que vous avez donnés, je ne sais pas si c'est toujours là, Monsieur Lecomte, oui, je pense, sur l'impact sur les ouvrages, les stationnements en ouvrage sont extrêmement intéressants parce qu'on voit bien l'impact de la crise du Covid, du post-Covid, et on va le voir durablement. Et ça donne des éléments d'observation qui sont nécessaires aux collectivités, mais je pense que ça peut aussi nourrir la réflexion auprès des pouvoirs publics sur cette question de l'accompagnement des acteurs du commerce ou les autres d'ailleurs aussi acteurs du centre-ville. Voilà, donc ça me semble vraiment important. Moi, je vois deux problématiques. Une qui, vous avez souligné et qui est prise en compte et très bien, c'est que tous ces chiffres nourrissent nos observatoires et on a besoin d'observatoires de nos cœurs de ville. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. La difficulté, moi, que je vois qui n'a pas été beaucoup évoquée, mais que je sens quand même de la part de nos concitoyens, c'est, alors vous l'avez un peu dit pour ce qui concerne Indigo, et je vous remercie de l'avoir souligné, mais c'est que fait-on de ces données? Parce que de plus en plus, quand même, nos concitoyens sont sensibles à cette question. Donc les plaques sont enregistrées, que ce soit par le véhicule ou que ce soit d'ailleurs quand on franchit aussi maintenant les entrées souvent des parkings. Que fait-on de ces données et quels sont aussi les recours éventuels d'ailleurs de nos concitoyens? On parle de recours, il n'y a pas que sur les forfaits de nos concitoyens sur la gestion éventuelle de ces données et les piratages que l'on peut toujours imaginer, parce qu'il y a eu
de différentes formes de piratage existent, et les piratages donc qui peuvent être donnés avec, on l'imagine bien, l'émoi que ça pourrait susciter auprès de nos concitoyens. Voilà, donc ça pour moi c'est une question qui n'a pas été abordée et qui me semble importante. Les difficultés qu'on rencontre, on les a toujours rencontrées, hein, que ce soit sur les fraudes aux cartes pour personnes handicapées, malheureusement, que ce soit les effets un peu, j'allais dire, collatéraux du paiement ou du non-paiement, le report que ça peut avoir. On a toujours connu ça. Moi, ce que je trouve vraiment de nouveau, faire l'objet d'une très grande pédagogie, c'est finalement de savoir à l'instant T ce qui se passe. Non pas pour, entre guillemets, fliquer, mais vraiment pour pouvoir avoir des éléments pour objectiver. Moi, dans mon cadre professionnel, j'étais encore hier dans une ville, Action Cœur de Ville, où un travail formidable a été fait, où on a restitué les fiches actions qui ont été co-construites avec les acteurs du centre-ville. Et pour quelques places de stationnement supprimées, tout de suite, c'est épidermique et on voit combien les acteurs sont un peu remontés quand on touche à cette question. Alors, moi, je crois qu'on peut objectiver. Vous montriez, là, c'était pour Soissons, finalement, quand on regarde les moments où c'est véritablement rouge, c'est les jours de marché, puis tout le reste, c'est bleu ou vert. Donc, quand on peut objectiver ça raisonnablement avec les acteurs, je crois qu'on pourra faire des politiques ambitieuses pour nos cœurs de ville, et c'est l'objectif, et on pourra à ce moment-là aborder la question, je crois, beaucoup plus sereinement. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans cette perspective-là que je trouve cet atelier extrêmement intéressant. Bien sûr qu'il y a des recettes supplémentaires pour les collectivités, bien sûr que c'est une meilleure gestion de l'espace, toutes ces problématiques-là ont bien été évoquées et je trouve ça extrêmement intéressant. Mais pour moi, je trouve vraiment que tous ces outils que vous êtes en train de développer, mais qui sont vraiment d'une grande richesse, donnent de belles perspectives sur la possibilité de construire avec tous les habitants et avec tous les acteurs des politiques ambitieuses pour le stationnement et pour l'attractivité de nos cœurs de ville. Voilà, moi ce que je voulais vous dire. Et je trouve intéressant qu'on investisse sur ces questions. On investisse sur cette question dans la recherche, dans des outils nouveaux, que les collectivités s'engagent, qu'elles soient aidées par l'État, puisque vous montriez votre graphique, Quentin, j'ai pas votre nom, excusez-moi, j'ai votre prénom qui s'affiche sur l'écran. Vous avez eu de la décile pour pouvoir cofinancer. Ben, on voit que c'est bien utilisé. C'est des sommes qui sont importantes, mais ce sont des actions qui sont soutenues par l'État et c'est une bonne chose parce que ce sont véritablement des outils d'observation, des outils de gestion et des outils de co-construction avec les habitants et avec les acteurs des politiques de centre-ville. On peut ici Indigo. Merci beaucoup Bernadette. Alors vraiment là c'était une très belle conclusion. Vraiment là c'est vrai que sur ces statistiques, il faut le faire dans la continuité, puis après il faut en faire un peu l'analyse, et puis des analyses des fois critiques, aussi bien sur la collecte que mais surtout on peut en faire des outils en fait pour les décideurs, et il faut qu'on puisse transformer en fait ces chiffres en actions qui correspondent à la demande en réalité. Donc on vous remercie tous. Est-ce que vous avez des questions? Encore le CEREMA. Qui veut dire un petit mot, le CEREMA. Oui. Ok. Alors oui, justement merci de me laisser la parole. Juste, je vais faire très rapidement sur le besoin de connaissances très fines des données des territoires, vraiment pour apporter ces éléments de connaissance. Il y a ce qu'on appelle aussi les enquêtes ménage-déplacement, où notamment il y a pas mal de choses qui sont faites très fines. Je vous encourage à regarder ce que réutilise notamment Mathieu Flassigné beaucoup sur le lien commerce-stationnement. Il y a beaucoup de choses et notamment aussi la ville de Rouen avait fait une enquête spécifique sur les commerces et sur la façon dont les commerçants appréhendent les besoins, notamment en termes de stationnement, pour l'amélioration
de la fréquentation des commerces en centre-ville. Donc, il y a ces outils-là, des enquêtes, qu'elles soient ménage-déplacement ou beaucoup plus qualitatives et ponctuelles, qui sont intéressantes et qui justement sont liées au territoire. Il faut aussi prendre ça en considération. Oui, pardon, je voudrais juste... Pardon, je voudrais juste réagir sur la collecte des données pour rassurer. Simplement, donc il faut savoir, alors il y a deux choses. On a parlé du véhicule LAPI et M. Paté a aussi parlé de l'API, mais en fait, il désignait le LPM, donc la lecture de plaques minéralogiques qui est à l'entrée d'un parking. Donc il y a deux choses. Le véhicule LAPI, il scanne des plaques, mais la plaque, elle est scannée et elle est immédiatement chiffrée avec un algorithme et elle est chiffrée, c'est quelque chose. Tout ce qu'on traite comme données, ce sont des chiffrés, des caractères alphanumériques de 26, 30 numéros, chiffres, lettres, tout mélangé. Il n'y a aucun repère sur la plaque. La plaque est complètement anonymisée. Ça a été fait avec la vérification de la CNIL. On est complètement RGPD. Donc les seules plaques, les seules données qui sont, j'allais dire, collectées. Non, elles sont collectées sous la forme volontaire, au sens où, par exemple, lorsqu'un résident s'enregistre, il enregistre son véhicule. Voilà, donc ce sont des abonnés, comme des abonnés dans les parkings, comme des abonnés sur la voirie. Mais tout le reste. Ouais, c'est pas tout à fait volontaire, hein. C'est quand même pas. Enfin, si on veut avoir sa place, on est obligé de le donner. Oui, enfin, non, ce que je veux dire. Si vous abonnez à un magazine, vous donnez aussi votre adresse et votre numéro. Je suis convaincue, hein, vous l'avez bien compris. Je suis convaincue, mais je crois qu'on a besoin de faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, il ne faut pas le sous-estimer, il y a vraiment dans notre société des craintes par rapport à ces données. Et je crois qu'il faut, il faut le dire, et puis il faut, très bien, il y a un chiffrement, on explique tout ça. Alors, je suis pas sûre que tout le monde sache ce que veut dire un chiffrement, mais on peut expliquer les choses aussi simplement que vous l'avez fait. Et je crois que c'est une bonne chose et il faut que les élus fassent ce travail pédagogique parce que moi je le ressens comme ça, je fais beaucoup de territoires et je sens et j'essaye d'écouter ce que les gens disent. Je crois qu'il y a de plus en plus quand même cette montée de l'inquiétude de ce qu'est fait la donnée, d'autant qu'on a quand même, vous le savez, quelques interrogations sur des piratages qui sont toujours possibles et des sociétés qui ont plus ou moins des systèmes de sécurité répondant aujourd'hui à des normes, bien sûr, mais quand même avec des failles. Donc voilà, moi je dis ça parce que je crois que il faut toujours anticiper les tendances et je sens celle-ci qui est en train de monter, c'est-à-dire quand même des gens qui sont inquiets. Alors par ailleurs, ils sont complètement fliqués par leur téléphone et ça les inquiète pas, hein, on est d'accord. On est totalement d'accord. Et une autre précision aussi sur la connaissance statistique. Notre expérience nous montre, et c'est assez intuitif, que la connaissance du fonctionnement d'une voirie, elle ne va pas beaucoup varier une fois qu'on a fait une observation type sur une semaine, quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau repasser tous les jours, il se passera toujours la même chose. C'est diabolique, la statistique, et voilà. Et donc, il faut identifier des périodes charnières. Ça peut être dans une ville à fonctionnement estivale, enfin une ville balnéaire par exemple, il va y avoir des périodes qu'il faut observer juillet-août pendant les vacances. Et puis sinon, pourquoi mettre en place un système qui va enregistrer toute l'année, tout le temps, finalement des observations qui resteront malheureusement, tragiquement identiques d'un jour à l'autre, on se réveille de la même façon. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier les moments charnières. On fait par exemple une observation lorsqu'on a l'idée d'étendre la zone de paiement à une zone, à un secteur. On observe avant, on observe après la mise en paiement et ça permet de donner des outils pour communiquer sur le bienfait de ce qui s'est passé. Mais observer tout le temps, finalement, c'est beaucoup de moyens pour pas grand-chose. Voilà, c'était un peu le message de notre retour d'expérience. On avait tous cette tentation de pouvoir observer tout le temps. Finalement, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, il faut adapter les moyens en fonction des cibles et de ce que l'on veut, ce que l'on cherche à trouver, en fait. Et c'est ça.
Thierry Pontil, merci beaucoup. Mais c'est un peu ça, c'est savoir ce que l'on cherche et de connaître ce que veut également le consommateur de centre-ville. Daniel, peut-être un petit mot de clôture. Merci beaucoup à merci à la Poste qui sont des partenaires de Centre-Ville en mouvement et merci à vous tous parce que c'était vraiment très très intéressant, le CEREMA, la ville de Sceaux, j'ai adoré également la ville de Soissons, voilà, Essence évidemment, bien sûr. Oui, et du coup, moi je rebondis pour vous dire que nos observatoires sur la mobilité ne se cantonnent pas évidemment au stationnement ou à la circulation, puisque dans quelques semaines, nous allons avoir un autre observatoire. Et bon, si vous avez un peu de temps, vous pouvez éventuellement y participer, donc à distance, parce que là, on sera plus sur la mobilité, y compris les problèmes de logistique urbaine, dont on n'a pas assez parlé pendant très longtemps, et dont on a vu l'importance au moment justement de la pandémie, où on s'est trouvé complètement dépourvu pour approvisionner nos villes. Donc, il faut trouver des espaces pour remettre de la marchandise en ville, enfin des espaces pour stationner de façon à réduire les distances, si vous voulez, finales pour le dernier kilomètre. Donc, on vous proposera de participer à l'atelier, même pour écouter, hein, pour vous inscrire simplement, parce que ça serait intéressant que vous puissiez aussi, je pense par exemple à Indigo qui peut éventuellement avoir des velléités de faire un petit peu justement des conciergeries, comme on en avait déjà parlé, à l'intérieur de ces parkings, de donner de nouvelles fonctions, par exemple à Lyon, on a LPA qui a lancé une vraie, donc on les fera intervenir la prochaine fois. Ça sera peut-être pas inintéressant que vous assistiez, parce que par exemple se posent beaucoup les questions de multi-mobilité, mais aussi de multi-énergie. Et on voit que souvent des parkings étaient interdits, par exemple, pour les véhicules électriques ou des choses comme ça. Et maintenant, par exemple, LPA fait une station-service dans un immense parking à Lyon, où on peut trouver aussi bien de l'électricité, de l'hydrogène, de l'essence, etc. Ce qui veut dire que dans son parking, on va pouvoir y mettre n'importe quel type de véhicule et que les gens pourront aussi s'approvisionner, ce qui est extrêmement rare parce qu'on nous demande tous de changer. Finalement, les réseaux de distribution sont extrêmement rares. Donc, il faut aussi qu'on revoie ce problème de mobilité en fonction des énergies qu'on veut développer, les modes qu'on veut développer, mais aussi tout l'accompagnement. C'est pas si évident d'avoir de l'électrique dans son garage individuel, et puis peut-être non plus parler que de l'espace public, mais par exemple LPA a créé une application où quand vous cherchez une place de stationnement, comme on en parlait tout à l'heure, on a aussi des espaces privés qui sont dans leur logiciel, ce qui est extrêmement important parce que ça va vous augmenter énormément les capacités à des heures où justement il y a une demande sur un espace public, ça peut être utilisé en espace privé, etc. Donc on parlera de tout ça la prochaine fois, donc on vous enverra les invitations et comme ça vous pourrez continuer à discuter un petit peu avec nous et on aura vos retours aussi. Et on vous remercie infiniment pour cette séance d'aujourd'hui et on espère vous revoir bientôt. Alors merci. Pierre, vous clôturez. J'ai oublié notre ancienne présidente. Et je pense qu'Indigo aussi aura plein de choses à nous dire sur comment vous utilisez aussi les parkings pour faire de la livraison également. Voilà. Mais on n'a plus le temps maintenant, mais je crois que c'est le 10 novembre. 10 novembre, bien, oui. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Merci. Donc on vous dit à bientôt. Merci. Merci à tous.